Donc c'est évidemment transpartisan, c'est-à-dire qu'on est tous les groupes du Sénat peuvent être représentés, bien sûr, ou sont représentés. Et notre audition d'aujourd'hui fera l'objet d'un compte rendu et d'une retransmission. Donc Hervé, on devrait finir. En fait, tu devrais finir en fait parce que le gros du boulot, c'est lui qui le fait. Fin juin, début juillet, à peu près, hein, c'est ça. Hein, par un rapport, évidemment, qui contiendra notre analyse de la politique de l'eau menée dans notre pays et des propositions, surtout, c'est ça qui est important, pour l'améliorer, parce qu'il y a sûrement des améliorations à faire, tenant compte de tous les avis qu'on aura entendus. Alors, dans le domaine de l'eau, les départements, bien passé pour le savoir, jouent historiquement un rôle important en la matière, mais le retrait de la clause de compétence générale, évidemment, les amène à devoir revoir leur stratégie. En même temps, le président de la République, en présentant le plan eau, leur demande de piloter l'ingénierie territoriale de l'eau. Alors, il faudrait que le président de la République se rapproche de Marie-Lise Lebranchu, comme ça il pourrait peut-être s'entendre, puisque c'était la loi NOTRe qui nous avait retiré la compétence générale. Mais en tous les cas, les départements ont encore leur rôle à jouer là-dedans, et c'est dans ce cadre-là que vous êtes invités aujourd'hui. Donc on souhaite entendre l'avis d'abord d'une élue départementale, mais qui représente aussi l'Assemblée des départements de France, l'ADF, hein, et connaître un peu vos souhaits d'évolution législative, si vous en avez, et vous en avez, j'en doute pas, et pouvoir échanger sur la base du questionnaire que vous avez reçu. Hein. Donc je passe immédiatement la parole à Hervé Gillet, notre rapporteur. Eh bien, merci Monsieur le Président, cher Alain. Je remercie également mes collègues d'être présents. On est dans un format, malheureusement, au niveau de la temporalité un peu contenu, parce qu'on a les questions au gouvernement qui démarrent à 15 heures. Donc on va essayer, si vous le voulez bien, peut-être d'aller à l'essentiel sur les sujets les plus saillants que vous souhaitez mettre en perspective, hein, dans le cadre, effectivement, de nos travaux. On a tous conscience que, malheureusement, la conjoncture, mais pas uniquement, nous permet en même temps, au sens noble du terme, de politiser un peu plus le sujet, ce qui est plutôt intéressant. Et que par rapport aux différents travaux, aux différentes annonces, notamment du président de la République, le but du jeu, c'est aussi d'approfondir certains sujets et de voir aussi concrètement comment ils peuvent s'incarner aussi dans les territoires, parce que certains d'entre eux sont plus complexes qu'il n'y paraît, comme la tarification différenciée, par exemple, qui est un sujet qui est assez délicat malgré tout. Donc le questionnaire que nous vous avons transmis à plusieurs grands champs, et peut-être d'abord vos réactions de manière plus générale sur votre vision sur la mise en œuvre aujourd'hui des politiques de l'eau, justement effectivement sur la place des départements, ou parfois le retrait, hein, de certains d'entre eux, ce qui a pu inquiéter d'ailleurs des agences de l'eau quand on les interroge aussi sur ce sujet-là. Peut-être que vous avez quelques messages à nous faire passer, d'ailleurs, sur les gouvernances au niveau des bassins, des comités de bassin, et votre approche, effectivement, territoriale à ce niveau-là. Et puis, sans aucun doute, dans cette première partie, vous avez sans doute aussi un niveau d'analyse sur les rapports de force qui commencent à se mettre en perspective sur plusieurs territoires. On en connaît certains qui ont été très médiatiques, mais au-delà de cela, on voit bien que la ressource en eau, aujourd'hui, nécessite aussi des coopérations territoriales, quand on voit que beaucoup de métropoles vont chercher leur eau sur le reste des départements. Ça veut dire que comment on le fait et sur quel principe de coopération territoriale. Alors peut-être ce premier chapeau déjà, Madame la Présidente, si vous voulez bien réagir, en vous remerciant encore de votre disponibilité. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est un honneur pour moi, en effet, de porter la voix au nom de l'Association des départements de France. Et vous imaginez bien que, au nom du département, ça doit vous rappeler, en effet, quelques événements malheureusement médiatiques, puisque Sainte-Soline se trouve dans les Deux-Sèvres et que, évidemment, le sujet de la gestion durable de l'eau a un écho tout particulier pour moi en tant que présidente de département. Je pense d'ailleurs avoir été choisie aussi pour pouvoir porter cette parole. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, c'est un sujet éminemment politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est un enjeu de demain. Nous en avons conscience au sein des départements et nous avons
encore et plus que jamais notre rôle à jouer dans ces politiques publiques. Le département, pour nous, a deux rôles essentiels. Le premier des rôles, c'est d'assurer justement la quantité et la qualité des eaux, notamment brutes, à tous les acteurs du petit cycle de l'eau. Il faut que chacun, vous l'avez un petit peu énoncé dans les questions qui allaient venir, mais globalement, il faut que chacun garde son périmètre. Il y a les acteurs du grand cycle de l'eau, que sont les agences de l'eau et les départements, mais le petit cycle de l'eau, lui, a d'autres responsabilités, c'est de mailler le territoire communal, notamment, sur les réseaux d'eau potable, d'assainissement, pourquoi pas également de production. Mais chacun doit avoir son rôle, chacun doit avoir son périmètre et ses compétences. Et le deuxième rôle du département, et c'est son rôle de fédérateur de territoire, j'ai envie de dire, c'est d'en réguler les usages. Nous sommes certains que les départements sont la strate idéale pour justement réguler les trois grands usages, qui sont donc l'eau potable, les usages économiques et le soutien à l'étiage. Ce n'est pas à la taille d'une EPCI, puisque les EPCI, vous le savez tous dans vos territoires, ne sont pas forcément le périmètre des bassins versants. Donc, quand on a plusieurs bassins versants, eh bien, il est essentiel qu'on ait une strate qui permette de couvrir l'ensemble de ce bassin versant. Et souvent, c'est le département. Et je ferai quelques transgressions pour le département, par le département des Deux-Sèvres, parce qu'on a quand même des sujets hauts, notamment le Marais Poitevin également. Je peux vous assurer que déjà sur le Marais Poitevin, c'est 3 départements qui le gèrent, environ 21 structures publiques, parapubliques. S'il fallait choisir de réguler les usages de l'eau avec les 21, eh bien, déjà à 3, c'est très compliqué. Alors, parce que les priorités ne sont pas toujours les mêmes, même si nous nous entendons très bien et nous le devons. Eh bien, 21, pour prendre les décisions, c'est compliqué. Donc voilà, 2 rôles majeurs, quantité, qualité pour les acteurs du petit cycle de l'eau et régulation à travers la mixité des usages. Vous évoquiez justement le Marais Poitevin, mais il n'y a pas un syndicat mixte qui porte justement ces politiques avec l'ensemble des collectivités qui sont adhérentes? Il n'y a pas de syndicat mixte sur la Sèvre-Niortaise. On a un EPMP, c'est ça. MP, d'accord. MP, il y a eu une étude justement sur l'EPTB, et donc le résultat de l'étude, c'est bien que l'EPMP reste la structure la plus adéquate dans la gestion et satisfait les différents acteurs. Mais il y a une multitude de strates sur le Marais Poitevin qui complexifie, en effet. Donc, il faut simplifier les choses. Chaque compétence, chaque périmètre. Beaucoup de syndicats primaires ou quoi? On a 8. Dans chaque thématique, on a environ 8 syndicats, que ce soit sur la production, le traitement ou la distribution. On a 7 à 8 syndicats par thématique, traitement, distribution ou... Il n'y a pas un syndicat départemental? Non. Très bien. Vous évoquiez tout l'intérêt des départements dans une relation aussi d'accompagnement et de proximité. Pour approfondir cette question de la gouvernance territoriale, les régions aujourd'hui montent un peu plus en puissance sur le sujet des politiques de l'eau. Elles participent bien sûr au niveau des grands bassins versants également à l'orientation de ces politiques. Elles peuvent avoir un atout, c'est le fait d'avoir la compétence aussi économique, au-delà aussi d'une vision de planification territoriale par le biais des SRADET, qui quelque part aussi accompagne les planifications au niveau des territoires. Une des orientations, c'est de consolider également la vision des politiques de l'eau dans les SCOT et dans les PLUI. Ça fait partie d'un sujet que nous travaillons aujourd'hui parce que ça nous semble pertinent d'inscrire la gestion de la ressource eau, pas exclusivement aussi dans les documents d'urbanisme aujourd'hui. Comment voyez-vous éventuellement cette affirmation peut-être des compétences aussi régionales sur ces sujets-là, et notamment l'accompagnement des filières professionnelles, on va dire dans l'évolution des process de sobriété, etc. Pour le coup, les régions ont quand même des compétences spécifiques. Après, ça interroge la relation région-département dans un cadre de complémentarité. Oui, alors, je crois qu'il y a
aussi une hétérogénéité au niveau des régions. Quand on est dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, comment vous dire que c'est quand même compliqué d'avoir des politiques communes entre les Deux-Sèvres, les Pyrénées ou la partie de Limoges, ou encore pire, la Gironde. Je vais être très franche avec vous, puisque nous sommes entre nous, et que le but, c'est bien d'avoir le retour terrain. Nous ne sommes pas associés au Stradet. Très clairement, de temps en temps, on vient nous dire « Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ?» Honnêtement, c'est du pipeau. Il y a pas, on n'intervient pas, nous ne sommes pas acteurs du Stradet. Donc, je vais mettre de côté la région. Par contre, ce qui est intéressant quand même sur la région et sur la gestion durable de l'eau, c'est son rôle, vous l'avez dit, sur l'économie. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur l'économie agricole, puisqu'elle dépend sur donc la PAC. Voilà. Alors, sur le côté agricole, nous, notre lien, il est fort, puisque c'est sur cet usage-là qu'on va aller chercher notamment la qualité de l'eau. Et là aussi, le département a des outils d'ailleurs formidables, que ce soit l'aménagement foncier, qui nous permet de protéger des zones de captage. On a bien évidemment le travail que nous effectuons sur les ENS ou sur les zones humides. Donc, on intervient sur, j'ai envie de dire, une compétence qui est partagée, malgré tout. Partagée, c'est l'agriculture. Le lien avec la région, alors, personnellement, elle se résume à peu près à ça dans la gestion durable de l'eau. Alors, je vous rappelle que nous sommes quand même enregistrés et qu'il y a un compte rendu écrit. Donc, oui, j'assume parfaitement mes propos. Monsieur Rousset sera ravi de m'entendre, mais je le dis aussi devant lui, donc il n'y a pas de souci. Pardon ? Non, mais on travaille sur plein d'autres choses avec la région, mais sur la politique de l'eau, je pense que c'est plutôt l'orientation agricole. Et je peux pas vous dire ce qui n'est pas vrai non plus. la boîte à outils, entre guillemets, départementale est encore assez satisfaisante pour accompagner ces politiques sur le territoire départemental ? Parce que quand on questionnait la perte de la clause générale, bon, il y a la compétence solidarité territoriale qui permet aussi peut-être à certains moments d'accompagner certaines politiques, plus ce que vous avez pu citer sur les espaces naturels, le foncier, etc. Donc aujourd'hui, est-ce que vous souhaiteriez, vous, qu'il y ait une nouvelle évolution, ou est-ce que la situation actuelle vous satisfait ? Je crois que chacun doit surtout prendre ses compétences où elles sont. Le département a ce rôle un petit peu d'amont du petit cycle de l'eau. Je crois qu'il doit être en pleine compétence sur ce sujet-là, ce qui ne l'empêche pas par la suite sur justement les communes ou les syndicats de communes, aujourd'hui c'est plutôt comme ça que c'est constitué, d'aller accompagner, que ce soit en ingénierie technique, par des agences d'ingénierie, par exemple, ou même sur des investissements, des cofinancements sur des équipements. Mais je crois qu'il faut pas disperser les compétences de chacun et de vouloir aller tout financer ou intervenir sur tout. Je crois qu'il faut que chacun se limite justement dans son rôle et dans son périmètre, qui est le sien. Peut-être pour clôturer juste ce chapitre-là, on a une petite difficulté pour évaluer en fait le positionnement globalement des collectivités départementales. Certaines agences nous indiquaient que les départements avaient tendance plutôt à se retirer des actions qu'ils pouvaient avoir sur ces sujets-là. D'autres avaient tenu malgré tout à les maintenir. Est-ce que vous, au niveau de l'ADF, vous avez une vision un peu plus globale et un peu plus précise ? Nous, la volonté, je vois que M. Guillot est arrivé, mais la volonté de DF, et d'ailleurs dans l'amendement qu'il propose, c'est bien en effet la possibilité d'exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux, que ce soit en production d'eau potable, création, et puis l'aménagement des réserves d'eau. Le périmètre en fait que j'ai défini tout à l'heure, l'interconnexion des réseaux, c'est la position d'EDF de pouvoir intervenir sur les missions et le rôle des départements. Et pas forcément dans le réseau d'eau potable de la commune. C'est pas le rôle des départements.
on a des enjeux. Les départements interviennent aussi sur les stations d'épuration? Oui. Sur l'assainissement, on parle d'ailleurs beaucoup des eaux usées et du retraitement des eaux usées, forcément, parce qu'après ça repart dans le grand cycle de l'eau, donc c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est du cofinancement, mais la maîtrise d'ouvrage, elle est communale ou à syndicat de communes, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça ne nous empêche pas d'aller accompagner par solidarité territoriale, bien évidemment, notamment en termes de financement. Oui, c'est un appui complémentaire aux agences de l'eau qui est quand même assez significatif et qui reste d'importance, effectivement, aujourd'hui. Hein. C'est certain, oui. Après, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ou la taxe d'aménagement, aujourd'hui mobilisée aussi en partie, parfois sur ces politiques-là. C'est le cas Alors, nous, pour le département, c'est 100% de la taxe d'aménagement sur les ENS et sur toute la protection des captages, des zones de captage. Tout à fait. Donc, plutôt orienté qualité de l'eau. Alors, vous citez votre exemple, du coup, sur la protection des zones de captage. C'est un sujet qui, évidemment, est questionné aujourd'hui, hein, avec vraisemblablement une augmentation du nombre de zones de captage à protéger et prioritaires, hein, par rapport à la problématique des pollutions diffuses qui montent en puissance de plus en plus. Et ce qui questionne aussi sur multiplier les protections de zones de captage, ça veut dire aussi comment on finance les services rendus à un moment donné par le monde agricole, puisqu'il va forcément devoir faire évoluer ses process dans ce cas de figure. Est-ce que ce sont des sujets que vous avez pu aborder? C'est justement l'enjeu de la transition agricole. Moins d'intrants, des cultures qui sont moins demandeuses en eau, et en parallèle, je me permets, mais je crois que la volonté du monde agricole, c'est d'aller dans le sens également de la protection de l'environnement. La terre est pour eux leur outil, mais il ne faut pas croire qu'on continuera à cultiver sans eau. On aura toujours besoin d'eau pour notre agriculture. Par contre, c'est comment on l'utilise et comment on la ramène finalement dans l'environnement. Donc, sur les zones de protection de captage, on a par exemple, donc, je parlais de l'outil de l'aménagement foncier, mais toute la partie avec les boues environnementaux, qui fonctionne quand même très bien, qui est un outil performant et qui nous permet vraiment d'améliorer sur ces zones de captage à travers de la prairie, à travers des dispositifs de plantation de haies, du maraîchage, bien évidemment. Ça permet justement de protéger nos zones de captage. Et là, on est bien dans le rôle du département de veiller à la qualité de l'eau. C'est l'échelle départementale et la strate qui est la bonne pour celle-ci. Il existe au sein de l'ADF ou des groupes de travail spécifiques un peu sur ces sujets-là Oui, il y a un groupe de travail eau et biodiversité au sein de l'ADF. Voilà. Oui, je vous prie de m'excuser. Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là, M. Guillaume. Le sénateur. On va passer aux questions dans 5 minutes. 3 minutes. Peut-être juste pour clôturer ce passage. Et donc, dans ce cas de figure, vous avez aussi parlé de l'intérêt de développer les interconnexions, bien sûr, et d'accompagner aussi les collectivités dans ce cas de figure. J'ai cité des exemples aujourd'hui qui questionnent de plus en plus sur les coopérations territoriales entre agglomérations, métropoles et reste du territoire. C'est un sujet aussi qui monte en puissance aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qui a été travaillé également au sein de l'ADF ou sur lequel vous êtes un peu sensible? Parce que derrière, ça veut dire, pour faire court, aller chercher de l'eau ailleurs questionne forcément les compensations ou les négociations de coopération territoriale qu'il faut mettre sur la table. Alors, je ne sais pas, vous pouvez peut-être répondre sur DF. Mais... Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, oui, sur les coopérations territoriales, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore à un stade où on est sur une clarification des compétences et parfois des explications au niveau local entre les collectivités départementales et, par exemple, les métropoles. Donc, c'est vrai que pour l'instant, en termes de coopération, je ne pourrais pas forcément vous en dire davantage, ou en tout cas étayer mon propos avec des exemples extrêmement probants. Voilà. Très bien. Alors nous, on a quelques exemples qui commencent à être assez
assez prégnant. Sur la Gironde, par exemple, vous avez sur la métropole de la Gironde un principe d'aller chercher l'eau dans le Médoc, à l'heure actuelle, sur des champs captants, et qui questionne beaucoup les coopérations territoriales, effectivement, dans ce cas de figure. Président, je vous laisse peut-être le soin de... On va laisser la parole à nos collègues. Florence était dans les starting blocks tout de suite, donc tu peux y aller. Florence Béatrix. Merci, Président. Merci à vous pour ces éléments. Je voulais peut-être un complément sur la question de la protection des captages avec les baux environnementaux, parce que j'ai l'impression que dans mon territoire, c'est assez peu développé. Donc, est-ce que vous avez des données sur le développement des baux environnementaux et comment est-ce que quel type de captage, quel type de captage les départements interviennent et comment sur leur protection à part les baux environnementaux? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quel pourcentage des captages? Est-ce que c'est que les captages prioritaires? Est-ce que vous allez au-delà et sur quels critères? Alors, j'ai pas de chiffres à l'échelle nationale. Du coup, je vais me permettre de prendre plutôt le cas des Deux-Sèvres. Nous avons 2 retenues, donc 2 barrages sur le département. Les bassins, le bassin versant, qui va vers nos retenues, bien évidemment, on est en baux environnementaux. Alors, sur notre département, on n'a pas de nappe profonde, en fait. Donc, on est obligé de faire de la retenue en eau à ciel ouvert, ce qu'on appelle en ciel ouvert, donc barrage ou retenue de substitution. Mais c'est vraiment sur les baux environnementaux, je ne sais pas, sur les MAEC, là, ce qu'on appelle les MAEC, mais je ne sais pas nationalement. Nous, on fait beaucoup d'acquisition foncière. Enfin, dès qu'on peut, on fait de l'acquisition foncière pour accroître la qualité de l'eau. Sur le sud de notre département, on est impacté par les pesticides. On a des taux à certains endroits assez forts. Voilà. Donc, mais sur la qualité, c'est vraiment un sujet et ça passe par là, forcément. Est-ce que l'état de la législation sur la question des droits de préemption vous semble suffisante? Alors, oui, puisqu'on a un droit de préemption sur la SAFER. Donc, ça nous permet en fait d'obtenir satisfaction sur cet outil-là, même si nous travaillons en amont avec la SAFER pour éviter d'avoir notamment sur des transmissions d'exploitation agricole, sur par exemple 100 hectares, s'il y en a 40 qui sont en zone de captage et 60, voilà, qu'on ait un agriculteur qui soit d'ores et déjà engagé dans des baux environnementaux pour ne pas le priver après de 40 hectares alors qu'il, lui, a repris pour 100 hectares. Voilà. Donc, on travaille avec la SAFER, on fait un travail en amont avec la SAFER. Ça se passe très bien. Je suis désolée de prendre l'exemple des Deux-Sèvres, mais c'est celui que je connais le mieux. Et donc, ça permet en effet de pouvoir préempter et de s'assurer de la qualité de l'eau par la suite. Sur les zones de captage, à l'heure actuelle, on est à 3% de la surface agricole utilisée au niveau national. C'est pour mesurer un peu l'enjeu. Donc si on mettait en place des zones de protection, voilà à peu près l'enjeu. Mais du coup, la question du financement des services rendus est une question vraiment importante et intéressante. Voilà. Elle questionne même indirectement la PAC. Quand on y va un peu plus loin, d'ailleurs, ça questionne aussi un peu ces sujets. Éric, tu voulais prendre la parole? Oui, rapidement, une petite question là. Lors des annonces du plan eau, on a vu que les départements peuvent se voir confier la maîtrise d'ouvrages délégués en matière d'eau potable sur la mise en œuvre notamment des schémas départementaux de l'eau. Alors, l'ADF s'est félicité de ces annonces. Alors, je ne suis pas certain d'avoir bien compris les réponses que vous avez apportées au rapporteur, mais est-ce que vous pouvez nous faire part des exemples qui donneraient du crédit justement à ces possibilités nouvelles pour les conseils départementaux? Alors, le schéma départemental, les schémas départementaux d'ailleurs de l'eau sont initiés par les départements. En général, c'est quand même les départements qui les initient. L'avantage aussi sur la strate départementale, c'est qu'on a la même strate administrative que l'État, qui donne les autorisations de prélèvement. Donc sur le schéma de l'eau, notamment sur l'usage économique, c'est vrai que ça permet de donner une cohérence
dans les politiques de l'eau. Alors, je ne sais pas où j'ai été imprécise, je suis désolée. Non, mais est-ce que ça veut dire tout simplement que lorsque vous faites lorsque vous faites des travaux d'interconnexion, lorsque vous avez des syndicats primaires qui n'ont pas la capacité financière à exercer, ça veut dire est-ce que vous pouvez vous substituer aux syndicats primaires? C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui, oui. Et puis, il faut qu'on garde cette compétence. Elle est importante parce que, en effet, vous l'avez dit, l'investissement est tel. Excusez-moi, je vais reprendre l'exemple des Deux-Sèvres. Nous avons 2 barrages à 50 km l'un de l'autre. Il n'y a que notre département qui est en capacité financière de les interconnecter. Et aujourd'hui, on parlait de coopération territoriale. Aujourd'hui, on doit être en capacité d'interconnecter au maximum les eaux brutes, l'accès à l'eau brute, pour sécuriser l'accès à l'eau. Et juridiquement, vous pouvez le faire? Ah oui, enfin nous on a interconnecté il y a très peu de temps. Vous êtes en interconnexion dans les deux? Dans les 2 barrages, on a interconnecté en 2015 ou 2016. Donc c'était après la loi NOTRe. Enfin ça doit tomber, je ne sais pas si ça a été commencé avant la loi NOTRe, c'est en même temps. Mais vous voyez ce qu'il y a derrière la question, c'est pour bien effectivement clarifier, regarder les champs du possible par rapport à ça. Oui, mais l'amendement qui est proposé par DF, justement, c'est pour nous assurer que ça soit bien écrit dans le texte, et c'est pour ça que l'amendement que DF propose est important, parce que même si nous le pouvons aujourd'hui, il est quand même préférable que ce soit écrit dans le prochain texte, en effet. Donc même si nous le pouvons, il est important de le réécrire, et seule aujourd'hui la strate du département est en capacité d'interconnecter. Vous nous ferez passer l'amendement? Oui, bien sûr. En question. Voilà. Je peux vous le lire exactement mot pour mot si vous le souhaitez. Non, il n'y a pas de souci, mais on va le prendre en considération, bien sûr. On va regarder ces sujets-là d'un peu plus près, parce que les sujets d'interconnexion sont effectivement importants. Donc, dans ce cas de figure, c'est loin d'être négligeable. À ce sujet, donc, si on glisse un petit peu plus sur l'organisation territoriale, donc c'est vrai que les schémas départementaux, il y a intérêt à ce qu'il y ait une déclinaison dans les SCOT et dans les PLUI, quelque part, on est bien d'accord. SCOT et PLUI, on a sans doute un souhait d'affirmer donc cette gestion, notamment du fil de l'eau dans le cadre des PLUI, sur le pluvial, qui aujourd'hui, parfois, est pas très bien géré, si vous me permettez l'expression, au sens environnemental du terme et territorial du terme. Donc il y a un vrai sujet, vous pouvez peut-être réagir sur ces sujets-là. Quelle est votre vision aujourd'hui de la mise en place de la loi NOTRe sur l'intégration au niveau des communautés de communes? Vous savez que c'est un sujet qui est évidemment particulièrement sensible, mais quand on l'approche, on s'aperçoit qu'il y a du plus et du moins de chaque côté aussi. C'est pas aussi blanc et noir qu'on pourrait le dire, que la notion de différenciation territoriale peut peut-être avoir du sens aussi. Mais c'est aussi une vraie question d'organisation spatiale aujourd'hui. Et puis, on voit bien quand même que si certains petits syndicats peuvent avoir beaucoup de vertus, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ceux qui sont directement impactés par le manque de moyens et de capacités pour faire face aux enjeux de demain et qui sont déjà en difficulté, c'est souvent les toutes petites structures. Quel est votre point de vue? Quel est votre niveau d'analyse? Alors, sur le transfert de compétences communales vers l'intercommunalité, ce n'est pas à DF de juger bon. Vous voyez, je peux être aussi franche que parfois je peux mettre un petit joker, en effet. Non, c'est vraiment... je pense que c'est lié au territoire, c'est lié déjà aux compétences que le PCI a déjà. Nous, ce qu'on constate, c'est que le PCI est en train plutôt de retransférer des compétences communales. Les syndicats de communes permettent plutôt une bonne efficience, de ce que je peux constater personnellement. J'avais un argument sur les syndicats, mais communaux. Sur les fuites, nous avons 8 PCI et nous avons
8 syndicats d'eau. En fait, c'est à peu près à la même échelle que le PCI, mais ce n'est pas le PCI qui le porte. Ce qu'on sait, c'est que les communes ne peuvent pas porter seules un investissement d'une usine de potabilisation. Voilà. Enfin, je parle pour les territoires ruraux, parce qu'il y a aussi une grande différence entre les métropoles de Gironde et les territoires ruraux. Donc, il est difficile de pouvoir donner un avis général national. Surtout que sur les réseaux d'eau potable, il y a une différence entre les territoires ruraux où, en effet, on a beaucoup de canalisation pour peu d'habitants, alors que sur le secteur des villes, ça facilite. Par contre, il y a un principe quand même, c'est l'eau paye l'eau. Voilà, je crois que c'est le fameux principe, donc il est surtout important que vous défendez. Et du coup, dans le cadre des annonces qui ont été faites, j'imagine que l'ADF va être très attentif aux évolutions. Donc vous avez vu qu'il y a un chantier de rénovation, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, des redevances qui est posé au niveau du Conseil national de l'eau à l'heure actuelle. Les 475 millions annoncés seront de toute façon financés par une augmentation de la redevance. Donc, sur ces annonces du plan eau, sur les moyens alloués aux agences de l'eau, est-ce que vous avez aussi donc, une opinion, des avis particuliers? On se réjouit de l'augmentation des plafonds, évidemment. Sur l'augmentation des plafonds, est-ce qu'on est bien sûr que les plafonds ne sautent pas, ils augmentent, hein, on est bien d'accord, hein? Alors on verra au niveau de la loi de finances justement comment tout ça va se transcrire. Mais voilà. il y a encore voilà, quelques encorbellements, si vous me permettez l'expression, quelques incertitudes qui méritent d'être clarifiées. Voilà. Mais je vous ai interrompu. Non, pas de souci. Après, c'est plutôt l'agence de l'eau et le lien avec l'OFB. Sur lequel DF est particulièrement vigilant, parce qu'on parlait des fuites dans le réseau, il ne faudrait pas qu'il y ait des fuites dans le circuit financier. Donc il faut quand même être attentif et que l'eau paye l'eau. L'eau ne doit pas payer l'eau et la biodiversité. Et alors, comment se paye la biodiversité ? Eh bien, la biodiversité doit se payer par la biodiversité, justement. C'est-à-dire ? La taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est faite pour protéger la biodiversité qui, naturellement, va protéger l'eau. Ça, c'est principe pollueur-payeur. Il y a aussi un principe de financement à un moment donné. Qu'en pensez-vous? Puisque pour le coup, même sur les pollutions diffuses, aujourd'hui, le traitement de la pollution repose que sur les collectivités publiques, pour faire court. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux et plus vertueux qu'il y ait aussi un partage, au moins dans un premier temps, et une participation aussi des produits ou des producteurs de produits qui sont source des pollutions? Alors tous les producteurs, parce qu'il faut pas forcément concentrer le côté pollueur chez les agriculteurs. Nous avons aussi l'industriel. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, on parle de pollueurs, on pense... On parle bien des producteurs des produits, donc on est bien... Oui, exactement. Je crois qu'il y a un grand plan de sobriété qui est annoncé, et ça, c'est essentiel. Il faut aussi un plan sur la sensibilisation à notre environnement. C'est ce qui améliorera la qualité de l'eau, et c'est ce qui nous permettra d'engager aussi moins de frais pour le traitement de l'eau, parce qu'aujourd'hui, le traitement de l'eau, le coût du traitement de l'eau est important. Donc, c'est forcément dans l'intérêt de chacun. Je crois que ce soit le monde agricole, le monde industriel, ce sont des mondes économiques qui font des vrais progrès. Alors, peut-être pas assez rapide, et c'est jamais assez rapide. On voudrait toujours que ça le soit plus, mais je crois qu'il y a des vrais progrès parce qu'ils ont compris que demain, si on veut avoir l'eau nécessaire à leur propre usage économique, eh bien, ils doivent préserver l'environnement. Donc, c'est l'intérêt de chacun, et je crois que c'est un grand sujet sociétal qui forcément concerne à un moment donné les pouvoirs publics, mais c'est l'intérêt de chacun, et le devoir de chacun d'ailleurs. Alors, il y avait un rapport de nos collègues au niveau de la délégation à prospective, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance par rapport à ça, justement sur ces sujets-là, avec une proposition de création d'une ressource spéciale affectée aux agences de l'eau, consistant en une taxe complémentaire à la part départementale actuelle sur la taxe d'aménagement. Donc, si je comprends bien vos propos, vous n'y êtes pas favorable? Non. On est bien d'accord. Je vous l'avais bien compris, monsieur le rapporteur.
Voilà. Il est question aussi de voir sur certains ouvrages ou certains projets. On a vu là, au travers du plan eau, comment les agences de l'eau pourraient se remobiliser sur un certain nombre de sujets avec les enveloppes afférentes. Il est question aussi peut-être de regarder quels sont les chantiers nationaux qui pourraient être aussi être financés dans ce cadre-là, parce qu'ils nécessitent sans doute une mutualisation à la fois d'ingénierie, de connaissances au niveau national, voire même il peut y avoir des projets d'investissement qui mériteraient plutôt d'être mutualisés au niveau national. Comment voyez-vous cette perspective ? Prenons l'exemple de la tarification différenciée dans sa mise en œuvre aujourd'hui. C'est un chantier qui va être commun sur l'ensemble du territoire national. Il est très complexe et parfois législatif sur le partage des données, par exemple. Donc pour nous, c'est sans doute, par exemple, un sujet qui devrait être mutualisé pour monter en conscience collective et regarder comment les bonnes pratiques peuvent se mettre en place sur les territoires. Pour répondre essayer de répondre en tout cas à votre première partie de question, je crois que la politique de l'eau est une politique décentralisée et elle doit le rester. Je crois que la gestion de l'eau au plus près des territoires, elle est importante. Alors, avec l'agence de l'eau, les relations sont partenariales et ça se passe plutôt bien, je pense, sur tous les territoires. Je regarde DF, mais sur tous les territoires de France, ça se passe bien. Parce que il y a une vraie implication sur le territoire. Alors, je ne connais pas, je vous avoue, un exemple de projet qui pourrait être national, mais cette politique de la gestion de l'eau doit rester, je ne crois pas qu'elle doit être nationale. Ça, ah, pardon. C'est pour ça que j'essayais de répondre à votre question. Je reformule. Il faut, nous sommes bien dans un principe de confortation par bassin versant et sous-bassin versant d'une gouvernance territoriale. Il n'y a aucun souci. Mais certains sujets mériteraient d'être mutualisés au niveau national, voire même d'avoir des enveloppes qui leur sont déléguées, parce que ce sont des chantiers nationaux et il peut y avoir éventuellement aussi des projets nationaux à ce niveau-là. De la même façon que la recherche fondamentale et la recherche appliquée, quand on y regarde d'un peu plus près, c'est pas toujours très lisible pour voir comment ça peut être mobilisé. Souvent, la recherche dépend de la recherche et développement des grands opérateurs. Donc, il y a aussi des sujets de voir comment on mutualise un peu les moyens, on améliore la mise en lisibilité des moyens, voire sous forme aussi d'appel à projets. Par exemple, pour accompagner les nouveaux process industriels et agricoles, il y a aussi des questions de fond qui se posent de ce côté-là. Comment être le plus efficace possible? Est-ce qu'il y a des effets leviers avec l'Europe? Vous voyez, c'est aussi un peu ces questions-là. Tout ce qui peut nous permettre d'améliorer la gestion de l'eau doit l'être, en effet, que ça soit national ou territorial. Sur les grandes mesures sur l'innovation, le retraitement des eaux usées aussi, c'est une politique, en effet, qui peut être nationale. Enfin, je vais répéter, mais c'est vraiment l'intérêt de chacun et en même temps l'intérêt de tous pour aller vers une gestion. Du moment que la gouvernance, en effet, reste vraiment impliquée sur le territoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, on a des grands bassins versants qui sont un peu plus dynamiques fiscalement que d'autres. Et donc, c'est aussi la péréquation des moyens interbassins. Voilà, un peu ces questions-là qui sont posées. DF est plutôt toujours favorable à la péréquation. Est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent... Sylviane ? Oui, bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. J'espère que ma question n'a pas déjà été abordée, mais on a reçu hier en audition un représentant de la Cour des comptes qui nous parlait du désengagement de bon nombre de départements compte tenu du contexte économique compliqué. J'aurais aimé savoir si vous aviez une connaissance de l'ampleur de ce désengagement. Alors, je vais me retourner pour la question, parce que ça a été un petit peu abordé, en effet, tout à l'heure. DF au niveau national, parce que Alors nous, on ne note pas un désengagement particulier des départements sur la question de l'eau. S'il y a bien un sujet qui fait quand même presque, peut-être des exceptions que je ne les connais pas, mais en tout cas ne se voit pas, c'est une unanimité ou une quasi-unanimité sur la question, sur la volonté de continuer à s'engager. Donc là, via l'amendement en subsidiarité des groupements de collectivités compétents dans le cadre de l'eau et la gestion de l'eau et de l'assainissement, mais tous les départements à ce jour, continue d'être mobilisé. Donc est-ce que vous auriez eu les moyens de nous faire une petite note très éclairante sur le sujet?
Si jamais vous avez aussi ces données-là sur les moyens qui sont alloués aujourd'hui par les départements, sur les différentes politiques qui sont menées, ça permettra d'y voir clair au travers des différentes auditions qu'on a pu avoir, que ce soit au niveau des agences. Vous voyez, la Cour des comptes, même les agences nous ont fait remonter un niveau d'inquiétude sur le sujet d'engagement des départements. Donc c'est un sujet qu'il faut clarifier, il faut l'objectiver, si vous pouvez. Voilà. Très bien. C'est une enquête. Alors, on a commencé justement un cycle d'enquête sur différents sujets. Alors, peut-être que certains départements attendent aussi les évolutions législatives qui viendraient sécuriser juridiquement leur intervention. D'où la nécessité de cet amendement. En tout cas, en termes de mobilisation des forces et en termes d'intérêt pour la question de la gestion de l'eau, je pense je parle sous l'autorité de Madame la Présidente, mais les départements sont totalement impliqués et ça de façon unanime. Peut-être de manière un peu plus précise pour revenir sur ce sujet. Moi, je suis dans un syndicat des eaux qui est sur 2 départements. L'un finance, apporte 20% de subventions sur les projets de renouvellement, et l'autre n'intervient pas du tout. Donc voilà, c'est pour avoir les éléments là. Combien de départements interviennent, notamment sur l'investissement et accompagnent les collectivités. Voilà, pour savoir si c'est majoritaire ou... C'est vrai que pour discuter quand même régulièrement de ce sujet-là, c'est vraiment un sujet d'actualité. Enfin, ça n'a jamais été autant d'actualité. Et je ne sens pas un désintérêt ou une non-prise de conscience du sujet de l'eau chez mes collègues. Après, en effet, sur des cofinancements, on est sur la solidarité territoriale. Les politiques d'intervention auprès des syndicats communaux sont libres de toute gouvernance départementale et avec des priorités qui sont données. Nous, on a 3 interventions financières qui sont recentrées justement sur l'assainissement, mais on ne vient pas sur les réseaux d'eau potable, par exemple. C'est vraiment un choix de gouvernance. Je pense que DF a un travail extraordinaire à faire, mais alors c'est très, très, très hétérogène sur le sujet. Moi, je crois que les départements ont toujours marqué leur intérêt pour la gestion de l'eau. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en plus, c'est un périmètre tout à fait pertinent au moment de l'élaboration par les préfets des PTGE, complètement. Mais ceci étant dit, les départements qui le soulignent ont raison. C'est que financièrement, ils ne sont plus dans la situation qui était la leur il y a quelques années. Aujourd'hui, ils ne lèvent plus l'impôt. Ils n'ont que des recettes qui sont totalement aléatoires. C'est pas vous que je vais le dire, avec les DMTO et la dotation de l'État qui voudra bien nous arriver à la hauteur que nous ne maîtrisons pas. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir des départements inquiets. Mais c'est vrai que ce qu'on constate en plus dans nos départements, c'est des choses qui ne sont pas organisées. Si vous voulez, on a sur nos départements, on peut avoir un syndicat départemental qui réunit quelques communes et pas toutes. On peut avoir des syndicats de communes qui sont encore tout seuls. On peut avoir un département qui s'investit, mais à une échelle un peu différente d'un autre à côté. C'est quand même complexe et ça mériterait d'être clarifié. Voilà, avec une organisation très en silo, les stages, les sages, où finalement, même mon préfet avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps sur l'élaboration des PTGE me dit, mais même moi, j'ai du mal à comprendre toute cette organisation. Je suis désolée, mais c'est vrai. Alors, bien évidemment, je ne peux pas aller à l'encontre de vos propos concernant les finances des départements. Mais ceci dit, l'eau doit être une priorité pour les départements. Et je crois que l'ensemble des présidents, on parlait de transpartisan, je crois que le sujet est transpartisan aussi au niveau des départements. Ça doit être vraiment un sujet essentiel pour nos gestions de politique publique. Par contre, si on se recentre sur notre rôle, notre mission, que j'ai pu dire tout à l'heure, le stockage, la production, la sécurisation, eh bien, si nos crédits, nous les concentrons sur nos compétences et notre périmètre, eh bien, ça peut nous permettre d'agir. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant chacun sa mission, chacun sa compétence, chacun son périmètre, pour que les financements soient le plus efficients possible et qu'on sache où on va, plutôt que d'aller s'éparpiller partout.
soyons dans nos objectifs et dans notre rôle, surtout, et notre strate géographique. D'autres questions, chers collègues? Non, donc, monsieur le rapporteur. Oui, juste avant la conclusion, ma collègue évoquait effectivement les sages. Aujourd'hui, dans les différentes annonces, ce sont les schémas qui sont un peu mis en avant, même si là où il y a d'éventuelles difficultés ou peut-être pas un intérêt flagrant, il y a une nouvelle proposition aujourd'hui qui est mise sur la table sur le fait de mettre en place des clés, à ce moment-là, qu'on pourrait dire des clés de préfiguration, ou qui pourraient être moins contraignantes, mais qui permettraient de réunir l'ensemble des acteurs sur les territoires, dans le cadre d'un PTGE ou pas d'ailleurs, dans ce cas de figure. Ça pourrait être une bonne solution pour accompagner également la montée en conscience collective sur des sous-bassins. Donc qu'est-ce que vous en pensez effectivement sur ces sujets-là, sachant que dans une planification idéale, EPTB, SDAGE, EPTB, SAGE et PAGE, c'est effectivement pertinent, mais parfois ce sont des documents lourds, longs à élaborer, et voilà, la complexité parfois interroge sur leur efficacité. Et si les collectivités, je terminerai là-dessus, si les collectivités territoriales ne viennent pas en appui des agences de l'eau pour financer les plans d'action, souvent les plans d'action restent un peu lettre morte. Je réitère mes propos. Le département est une strate importante dans la gouvernance et dans la gestion durable de l'eau. Ce qui est important sur nos territoires, c'est d'avoir le bon outil de concertation. Mais ce n'est pas la concertation qui fait la maîtrise d'ouvrage. Vous parliez de l'EPTB. L'EPTB, il planifie, il ne réalise pas les travaux. Donc c'est avoir une gouvernance de concertation. Certains le font quand même. Ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah oui, mais ça peut arriver. C'est possible, quoi. C'est possible. C'est possible, mais voilà, c'est pas la généralité, je pense. Mais c'est vraiment cette concertation, et après, à chaque collectivité, là encore, selon son périmètre, d'intervenir dans la réalisation des travaux. Mais l'eau, on est tous concernés. Enfin, ça s'arrête pas, ça commence pas à un endroit, ça s'arrête pas à un autre où on a décidé que ça s'arrêtait. Enfin, les conséquences, les actions des uns, les actions ont une conséquence sur les autres. Donc, c'est vraiment cette concertation qui est d'une évidence pour, là encore, être efficient dans les investissements. On ne peut plus se permettre d'investir dans des plans d'action. Je vais vous citer un exemple qui montre ses limites. En fonction de la nature des territoires et des cours d'eau à protéger, on parle de la GEMAPI, la protection des inondations. Dans certains endroits, malgré la fiscalité GEMAPI, c'est impossible de pouvoir financer les systèmes d'endiguement et de référence, compte tenu de la nature des coûts et le fait que l'État ne peut n'intervient qu'au maximum qu'à 40%. S'il n'y a pas un appui extérieur des collectivités territoriales, les territoires définissent des systèmes de référence et d'endiguement, mais ils ne peuvent pas financer la réhabilitation et l'entretien. On le sait, touché par le marais Poitevin, la Sèvre niortaise, puisqu'on arrive, en effet, on a ce sujet-là qui est sur la table sur les syndicats. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que la gouvernance, elle doit être locale, mais sur des enjeux financiers tels que ceux-là, ça dépasse, à mon avis, très certainement, en effet. Et là, on a beau tourner autour du sujet, la seule possibilité, c'est que l'État remonte de 40, par exemple, à 60% les taux d'intervention en fonction de la nature des risques et en fonction de l'impact du projet. Parce que sinon, ça ne pourra pas se faire. Et on va dans la passe. Et on voit les sujets qui émergent de plus en plus à ce niveau-là. Plus le coût de financement de toutes les études, etc., qui reste un peu en suspens parce que... C'est partagé. Il n'y a plus d'autres questions, mes collègues? Est-ce que vous auriez un dernier message à nous faire passer, peut-être, important? Je veux juste vous remercier d'attacher autant d'importance, en effet, à ce sujet. Et je peux, malgré le sentiment qui peut être
qu'on a pu entendre sur le désengagement des départements, je veux réaffirmer tout l'intérêt, en tout cas d'EDF, ça c'est sûr, mais de la majorité, de la grande majorité des départements, d'être acteurs. Nous, on s'interroge simplement. Je pense que globalement, nous tous autour de la table, on est plutôt intéressés qu'en subsidiarité, les départements jouent vraiment leur rôle. Je parle bien en subsidiarité, en complémentarité. Je crois qu'il y a aussi une organisation affirmée aujourd'hui. Mais on a besoin d'objectiver le sujet, voilà, hein, d'y voir un peu plus clair au travers des remontées qu'on a pu avoir. Voilà. À votre bénéfice, si je puis me permettre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, à votre bénéfice. Nous partageons. Hein, voilà. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, mes chers collègues. Merci à Coralie. Merci à son DGS. Merci à l'ADF, qui était à la fois présidente des Deux-Sèvres et vice-présidente de l'ADF, en charge de ces dossiers-là. Alors, je suis porte-parole, normalement. Ah, t'es porte-parole. Oui, bon, c'est pas grave, c'est pareil tout ça. C'est dans l'exécutif. Bon, en tous les cas, merci à vous, et c'était important qu'on ait la voix des départements. Bien sûr, absolument. Voilà. Et nous sommes tous très attachés au département, n'est-ce pas, mes chers collègues? Voilà. Voilà. Ouais, vous êtes chez vous aussi.